tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai lu 2 romans et une BD la semaine dernière. Alors c'est vrai que par rapport à d'autres semaines, j'ai peut-être lu un peu moins. Mais il y a quand même j'ai quand même lu un roman qui faisait quand même 500 pages, hein, un peu plus de 500 pages, donc c'est quand même pas rien. Et je vais vous en parler, sinon moi ça va, hein, ça suit son cours, on va dire, il n'y a pas de changement majeur, on fait avec ou sans, hein, comme on dit, mais voilà, comme on dit, ça suit son cours. Bref, alors, j'ai lu la semaine dernière Les Aiguilles d'or de Michael McDowell, publié aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, dont je vous mettrai la petite vignette ici, parce que c'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque et que j'ai rendu la semaine dernière parce qu'il était réservé. Donc voilà, donc je ne peux pas vous le montrer physiquement. Donc ici, on n'est pas du tout dans l'univers de Blackwater, on est plutôt dans un drame assez sombre, assez noir. On est début 1882 à New York. Voilà, tous les quartiers de la ville fêtent le nouvel an, les beaux quartiers, les quartiers un peu huppés, avec toutes les familles de la bonne société, ainsi que les quartiers un peu moins sapatoches, on va dire un peu plus lugubres, un peu plus défavorisés, et les familles qui y vivent fêtent également ce nouvel an. Et on va, tout au long du roman, on va voir s'affronter 2 familles. D'une part, les Stallworth, qui sont dans la bonne société new-yorkaise, avec à leur tête le patriarche, James Stallworth, qui est juge, et il prend la décision en 1882, donc, d'éradiquer le crime dans un quartier en particulier qui s'appelle le Triangle Noir, où sévit pour lui la lie de la société new-yorkaise, et il veut faire un grand coup de propre, comme pour citer la phrase d'un de nos présidents, pas récemment, mais il y a quelques années, mettre un grand coup de Karcher, même si à l'époque le Karcher n'existait pas, mettre un grand coup de Karcher dans ce quartier, et donc il va frapper un grand coup dans ce quartier et il va s'attaquer à une famille en particulier. Zut, j'ai un trou. Merde. Zut, j'ai un trou. Donc, les Shanks, qui sont une famille très connue du Triangle Noir, assez connue pour leurs activités moins que plus illégales, n'est-ce pas? Plus ou moins plus illégal que moins, hein, d'ailleurs. Parce qu'on a une avorteuse, on a un prêteur sur gage et on a les plus jeunes, les jumeaux qui font des menus larcins pour le compte de la famille. Donc, le juge Stallworth est accompagné de son fils qui est pasteur et de son gendre qui est avocat, va s'attaquer donc à cette famille, les Shanks. Et pendant tout le roman, on va les voir s'affronter, se donner des coups, et donc on va les voir s'affronter. On se demande bien évidemment qui va gagner l'affrontement entre ces 2 familles. Alors, c'est une lecture quand même un peu soutenue. Comme je vous le disais, le roman fait un peu plus de 500 pages. Il faut bien une bonne centaine de pages pour vraiment rentrer dans le cœur du roman, dans le cœur du récit, dans le cœur de l'affrontement entre ces 2 familles. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Ça n'a pas été une claque, ça n'a pas été un retournement où j'ai fait une galipette arrière, non. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a vraiment des personnages qui sont extrêmement intéressants. Le juge Stallworth est décrit comme un parangon de vertu, de justice, alors que quand on gratte un petit peu, le personnage est absolument détestable.
On a aussi dans cette famille Stallworth la jeune Hélène. Hélène qui, elle, est la douceur incarnée, la bonté incarnée. Et elle veut vraiment prendre son destin en main et essayer, parce que pour elle, ce que fait son grand-père, ce que fait le juge n'est pas la solution, hein, de condamner, d'arrêter, de pendre toute âme qui vive dans le triangle noir. Pour elle, ce n'est pas la faute des gens qui vivent dans ce quartier. Ils sont complètement démunis, ils font comme ils peuvent. Et si on les aidait, si on leur offrait la charité, si on leur offrait les moyens de s'en sortir, eh bien, ils n'auraient plus besoin de pratiquer le vol ou de pratiquer des activités illégales pour s'en sortir. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage parce qu'elle est complètement à contre-courant de sa famille, de la bienséance, de la bien-pensance, de l'idée qu'on se fait de la bonté, de la charité. Et pour certaines personnes de cette famille, il ne sert à rien d'essayer d'aider ces gens. Voilà, pour eux, ils sont pourris, pourris jusqu'à la moelle, et rien n'y fera, si ce n'est l'emprisonnement et la pendaison. Donc on a toute une galerie vraiment de personnages extrêmement différents, extrêmement bien dépeints, extrêmement bien pensés. Ça, on ne peut pas retirer ça à Michael McDowell. Il aime bien aussi placer les femmes au cœur du récit, malgré, il faut quand même se resituer dans l'époque, hein, on est quand même en 1882, hein, dans l'époque où est situé le récit. Alors évidemment, hein, en 1882, à New York, la place des femmes n'est pas non plus une panacée. Dans le roman de Michael McDowell, il essaye quand même de placer les femmes, de mettre les femmes au premier plan, pour bien démontrer que ce ne sont pas que des potiches, elles ont aussi leur libre arbitre et leur propre façon de penser. Qu'elles n'ont vraiment besoin de personne pour penser. Et c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec la série Blackwater, parce que les femmes étaient vraiment passées au premier plan également. Mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment avec Les Aiguilles d'Or. Le titre prend vraiment tout son sens dans ce roman. Je ne vous dis pas à quel moment, mais il faut... voilà, lisez ce roman si vous avez aimé la plume de Michael McDowell dans le domaine du fantastique. Ici, il y a point de fantastique. C'est vraiment du roman... Un roman dramatique, un roman sombre. On peut même le caractériser de roman noir, même s'il n'y a pas d'enquête vraiment à proprement parler, mais c'est vraiment très très sombre. Et j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce roman. Dans un tout autre genre, j'ai lu Le Chat et les 40 bougies de Philippe Geluck, publié aux éditions Casterman. Alors, c'est une BD, c'est une série. Comme vous le voyez, le chat a 40 ans, on a à peu près le même âge, on est à peu près tous les deux bien conservés, n'est-ce pas? Ah, on a les sourire, vous voyez? Sauf que moi, je ne sors pas dans le gâteau. Donc ici, voilà, vous avez à peu près les quelques titres d'albums du chat, avec une illustration de Philippe Geluck dessinée par lui-même. Donc, alors si vous ne connaissez pas le chat, c'est un chat, donc, doué de parole, et oui, et il se pose beaucoup de questions sur la société. Il fait beaucoup de calembours, beaucoup de contrepétries, des réflexions très justes, très drôles aussi, sur la société. Donc on passe un très très bon moment. Évidemment, Philippe Geluck se moque beaucoup de la société actuelle, de certains traits de notre société. Il fait dire beaucoup de choses qui sont très justes, hein, comme je le dis, très drôles. Quand je l'ai lu, j'avais mon chéri qui était à côté de moi et je lui ai fait lire quelques planches et quelques bulles parce que j'ai des trucs qui étaient vraiment très très drôles. Et du coup, bon, on l'a un petit peu lu tous les deux.
Et on a beaucoup ri. Donc si vous aimez l'humour belge, l'humour second degré, eh ben, je vous en prie, découvrez Le Chat de Philippe Geluck. Vous passerez un très bon moment. Enfin, j'ai lu Erectus, le dernier hiver de Xavier Muller, publié aux éditions XO. C'est le tome 3 de la série Erectus. Alors, pour vous faire un petit résumé, un petit topo de l'ambiance générale de ce roman, dans le tome 1, un virus a été libéré par un laboratoire et ce virus, le virus Kruger, pour ceux qui l'attrapaient, était victime d'une régression. Et les humains, là, tels que nous nous connaissons, régressaient jusqu'à la période préhistorique et donc redevenaient à l'état d'Erectus. Et voilà, dans le tome 1, il y a cette pandémie généralisée sur toute la planète. Dans le tome 2, on a eu un affrontement entre les Erectus et les humains. Ici, dans ce tome, alors j'avais adoré le tome 1, j'avais trouvé l'idée absolument géniale, et je crois que le tome 1 était sorti bien avant la pandémie de Covid. Ouais, c'est ça, le tome 1 est sorti en 2018. Le tome 2, Erectus, l'armée de Darwin, est sorti en 2021. Donc après, enfin, on était encore en pleine période Covid. Et je peux vous dire que quand le Covid est arrivé, ça m'a quand même montré certaines réminiscences quand même. Hein. Xavier Muller a été un petit peu visionnaire sur ce coup-là. Sauf que, bon, bien évidemment, le virus n'avait pas les mêmes conséquences. Et alors, dans ce tome 3, on a toujours des Erectus, on a toujours des humains, sauf que là, dans ce tome 3, on va avoir une nouvelle catastrophe, grosse catastrophe, qui va faire que le temps va être inversé. Ce qui veut dire que le temps va s'écouler à l'envers. Et donc, on va avoir des effets sur les hommes, mais également sur la faune, la flore, voire sur la planète elle-même. Et cette autre catastrophe va également toucher les Erectus. Alors, je vous en dis pas plus parce que ce serait spoilé, mais dans ce tome 3, on envisage, l'auteur envisage une solution qui pourrait paraître complètement invraisemblable pour le commun des mortels. Alors, je vous ai dit, j'ai adoré le tome 1. Le tome 2, j'ai moins accroché parce qu'il y avait moins d'éléments, beaucoup moins d'éléments scientifiques et historiques. Dans le tome 3, Xavier Muller, il est revenu un petit peu sur la recette du tome 1. On a énormément d'informations scientifiques, d'informations historiques dans ce roman, ce qui fait que le chemin que propose l'auteur dans ce roman est envisageable si on est prêt à ouvrir ses chakras. Mais alors là, il faut les ouvrir bien grands, les gars. Très, très grands. Ça m'a fait un petit peu penser au dernier roman de Fabrice Papillon, Aliéné. On est un petit peu dans ces solutions scientifiques-là, dans ces chemins que choisissent les auteurs. Faut vraiment ouvrir ses chakras. Et à partir du moment où on dit, bon, ok, c'est de la fiction, étayée par des informations scientifiques et historiques réelles. Je parle des informations scientifiques qui sont réelles. Hein. La note de l'auteur à la fin l'indique bien que tous les faits scientifiques qui sont décrits dans ce roman sont réels.
Donc ça fout un petit peu les miches quand même. À partir du moment où vous avez ouvert vos chakras là-dessus et que vous acceptez de suivre le cheminement de l'auteur, et ben vous passez un excellent moment. J'ai un petit peu regretté la fin que j'ai trouvée un petit peu trop rapide. La solution a été trouvée comme ça, un peu en un claquement de doigts. Je trouvais un petit peu trop rapide. Mais voilà, ce roman clôt cette trilogie qui ne devait pas en être une à la base. C'est un peu la réflexion que j'avais eue au tome 2. Je me suis dit, pourquoi avoir fait un tome 2? Le tome 1 se suffisait à lui-même, étant donné que j'ai un petit peu moins accroché au tome 2. Là, le tome 3 aurait pu être un tome 2. Si vous voyez ce que je veux dire. Le tome 2, réel, aurait pu être squeezé. On aurait pu avoir ce tome-là en tome 2. Et franchement, ça l'aurait fait. On aurait eu une duologie extraordinaire, scientifique, historique, une aventure, voilà, c'est un roman, je peux pas dire que c'est un thriller, parce que c'est pas spécialement, c'est pas un thriller, non, c'est un scénario catastrophe, un peu comme les films catastrophes qu'on peut voir au cinéma. C'est un roman catastrophe sur une situation donnée qui pourrait nous tomber sur le coin du museau. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome 3. Il est pour moi équivalent au tome 1. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé voilà, le chemin. J'aime bien quand les auteurs prennent des risques comme ça avec la science, avec l'histoire, et qui prennent des risques, qui prennent des chemins à nous proposer, nous lecteurs, d'accepter de suivre ce que nous proposent les auteurs. Mais franchement, si vous aimez les romans d'aventure un peu comme ça, un peu scientifiques, un peu à la J.R. dos Santos, un peu à la Fabrice Papillon, franchement, jetez-vous sur Erectus, vous passerez un excellent moment de lecture. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'ai pas énormément de retours de lecture à vous présenter cette semaine. Peut-être que ce sera un petit peu mieux la semaine prochaine, je ne sais pas. On verra bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai, enfin les ouvrages que je vous ai présentés. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez lu la semaine passée. Sur ce, n'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne semaine, de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!